vous parliez de Tchombe. Oui. Mointe Yamv, qui est le grand empereur de l'Empire Lunda, il a le sang Luba, il a le sang Lunda. À l'époque, c'est une dame qui avait hérité le pouvoir. Oui. Et cette dame, tout en trônant comme chef, comme roi de Lunda, avait opté d'épouser un homme. L'homme qu'elle avait épousé, c'est le frère ou le fils de l'empereur Luba. Tu vois? Alors, ils se sont mariés. Oui. En se mariant, l'homme avait hérité le pouvoir de chef Lunda au travers de son épouse. Okay. Avec cette épouse, ils n'ont pas fait d'enfant. Et en qualité de chef, il a épousé une deuxième femme, Lunda. Okay. Et ils ont fait des enfants. Et c'est ainsi que la dynastie a continué à partir de cet homme Luba. Et c'est ce qui fait dire qu'aujourd'hui, par exemple, que Tchombe a le sang Luba dans ses veines. Voyez-vous. Et c'est ce qui explique aussi que avant la période coloniale, comme pendant la période coloniale, beaucoup de gens, la légende qui raconte le nom de Tchombe Kapenda, Kapenda Tchombe. Tchombe, en tant que Lunda, entre les Lunda et les Luba, il y avait l'harmonie d'échange, l'harmonie de vivre ensemble, il n'y avait pas de problème. Ce qui a permis au père de Tchombe de développer tout un réseau de commerce de produits alimentaires entre l'espace de Luba et l'espace du Katanga. Et ça fait de lui une grande personnalité en dehors de l'appartenance à la famille royale. Il était devenu un homme riche, connu. C'est ça la famille de Tchombe Kapenda. Donc ce n'était pas n'importe qui. Tu comprends? Et c'est un protestant de l'église méthodiste, bien entendu. Quand l'indépendance est arrivée, c'était des personnalités qui étaient en vue, ce genre de personnalités qui étaient en vue. Okay. Que les Belges coopéraient avec, ainsi de suite. Et parmi les natifs, il était un de ceux qui étaient pris en considération. Voilà comment est-ce que, lorsque le pays a accédé à l'indépendance, et qu'il y a eu, dans les Katanga par exemple, il y a eu le mouvement politique Balubakat, qui regroupait tous les Luba du Katanga. Il y a eu FEDAKAT, la fédération des tribus kassayennes au Katanga. Il y a eu la Konakat, qui regroupait les autres tribus qui n'étaient pas... oui, c'est ça. Tchombe était le responsable de Konakat. Et il était dans la vision des Blancs. Dans la vision des Blancs, avec quel objectif? L'objectif de balkanisation. C'est-à-dire qu'on devait détacher le Katanga avec ses richesses. Oui. Oui, oui. Alors, il était sous cette pression-là. Mais c'est quelqu'un qui est resté sensible quand même aux relations avec les Luba. Parce qu'il avait un sang Luba, oui, c'est ça. Mais cela ne l'a pas empêché à s'inféoder, en fait, ce que je peux dire, à la vision des colonialistes. Hein, pour arriver à couper le Katanga. Cela a échoué. La cession Katanga a échoué. Oui, parce que la question ici, de madame a demandé quelle était la base de l'échec de cette balkanisation. La base de l'échec de cette balkanisation, elle est double. La première explication est le fait que les Blancs eux-mêmes étaient déjà en contradiction. Ok. Il n'y avait pas un consensus autour de cette histoire-là. Il y a eu les Blancs qui administraient les territoires congolais. Qui pour eux, le moment était venu de s'accaparer et de ne plus dépendre
de Bruxelles. De Bruxelles, oui, ok. Tu vois, c'est qu'en fait, les Blancs qui étaient partis aux États-Unis avaient fait avec l'Angleterre. C'est que ceux qui étaient partis en Australie avaient fait avec l'Angleterre. Bon, et ils ont voulu faire ça. Ok. Tu vois. Alors, ceux qui étaient restés en Europe avaient toute une autre vision. C'est ce qui fait que la gendarmerie katangaise, qui était assistée par les Blancs, les Blancs qui travaillaient dans cette gendarmerie n'étaient pas sous couvert du gouvernement belge. Et entre-temps, il y a eu d'autres fractions politiciennes du Congo qui étaient contre. Donc l'échec, madame, si vous nous suivez, l'échec de cette balkanisation consistait dans la confusion qu'ils avaient. Ils n'avaient pas de consensus sur cette balkanisation. Alors la question aujourd'hui, papa, est-ce que le Congo peut être balkanisé? Mon point de vue est que le Congo ne peut pas être balkanisé. Il ne peut pas être balkanisé. Pourquoi? Nous devons savoir que le sang que nos ancêtres ont versé n'a pas été inutile. Les mains coupées pour le caoutchouc n'a pas été inutile. Si nous avons en conscience cette dimension spirituelle du problème, nous ne pouvons pas comprendre comment on peut balkaniser le pays. Est-ce qu'on n'est pas dans le chemin du Soudan du Sud, du Soudan quand on a coupé le Soudan? Ça ne réussira pas au Congo. Ça ne réussira pas au Congo. Pourquoi? Parce que je prends toute la partie qui a servi de fondement de la création des entreprises minières au Congo. Donc la partie agricole, qui avait donné beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous n'avons pas conscience des réalités de cette partie-là. Ça fait mal quand on évoque cette partie-là. Comment les Blancs qui ne sont pas nos frères ont pu réagir à ça? Comment? Je me rappelle de quelques écrits des Noirs américains sur notre Congo contre l'activité de Léopold II. Comment nous, Congolais, nous ne pouvons pas vraiment comprendre combien nos ancêtres avaient souffert sur cette histoire-là. Eh bien, cette réalité spirituelle, j'appelle ça spirituelle parce que nul ne peut casser ça, ça ne peut pas nous amener à une espèce de balkanisation. C'est pour cela que quand Tshombe était Premier ministre, il a gagné les élections. La première réunion pour résoudre le conflit du Congo qui s'était tenu à Tananarive. Oui. Il y a eu une pression qui a fait créer 21 États. Oui, à Tananarive, les résolutions étaient que, bon, on va diviser le Congo en 21 États indépendants, mais on va créer une confédération des États du Congo. Le schéma des États-Unis. Oui, c'est ça. C'était toujours dans l'objectif de parvenir à détacher les Katanga et les régions minières. Mais arrivé à Kokilatville à l'époque, aujourd'hui Mbandaka, il y a eu une deuxième réunion, toujours pour résoudre le conflit entre partis politiques. À cette réunion, les gens ont rejeté la création de 21 États. Ils ont dit non, nous allons créer 21 provinces. Tu vois, c'est à ce moment-là que, quand Tshombe est arrivé à cette conférence d'Mbandaka, il a été arrêté. Oui, c'est là où il a été arrêté. Oui. Alors, la conférence d'Mbandaka a décidé non, 21 provinces. Donc, il y avait toujours un groupe de Blancs qui soutenait aussi l'unité du Congo et un groupe de Blancs qui soutenait la balkanisation du pays. Donc la réponse, si nous pouvons la résumer, c'est qu'il n'y avait pas un consensus au niveau de la Belgique ou bien au niveau des prédateurs. Il n'y avait pas une certaine consensus à diviser le Congo. Cela existe aujourd'hui aussi. Oui. C'est ce que nous pouvons dire, que la balkanisation ne sera jamais effective, non. Donc ça, c'est un point. Et maintenant, papa, l'état où se trouve le Congo aujourd'hui, avec la pauvreté de ces provinces-là, nous avons 26 provinces, donc 25 provinces qu'on a divisées.
comment est-ce que ces provinces-là peuvent se retrouver si nous pouvons aller sur ce schéma ici? C'est la question, je crois, de John. Hein? John Paluku à... C'est John Paluku à Kampala, ouais, qui dit, est-ce que si les provinces se voient autonomes, comment est-ce que Papa conçoit cette autonomie et comment ça peut se faire? L'autonomie des provinces, jusqu'à aujourd'hui... Peut-être vous voulez parler pour ne pas les appeler des États, peut-être. Faisons attention quand nous utilisons les mots français, autonomie, État, sécession et tout cela. Souvent, nous n'en avons pas la connaissance profonde. Ou bien peut-être la connaissance juridique. Juridique. Oui, nous avons beaucoup plus privilégié une connaissance politicienne des subdivisions. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les subdivisions administratives ont l'approche politicienne a eu une prépondérance sur les autres approches. Il faut voir dans l'historicité de notre pays comment la Belgique était parvenue à créer les 6 provinces. C'était beaucoup plus une approche qui s'appuyait sur le développement économique, qui n'avait rien à voir avec les aspirations des communautés qui existaient ou bien des choses. Nous sommes indépendants aujourd'hui, nous devons couper avec le système qui a existé avant, c'est-à-dire que nous devons, comme nous cherchons tous le développement du pays, nous devons avoir une vision du développement du pays. Le développement du pays passe par l'économie, par les structures économiques. Si nous nous basons simplement sur une subdivision politicienne, nous allons nous retrouver avec des provinces où la réalité économique sur le terrain est à cheval sur des provinces. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans le domaine du secteur agricole, vous avez une plantation qui peut se retrouver à la fois dans telle province et dans telle province. La terre, quoi. La terre, elle peut se retrouver dans telle province. Comme l'exploitation des mines, vous pouvez avoir l'uranium dans telle province, l'uranium dans telle province. Mais maintenant, si chacune de ces provinces va chercher par ses propres moyens à développer cela va consacrer effectivement la balkanisation. Il faudrait une approche qui va faire que les habitants sur la concession qui a les mines, généralement, vous allez vous retrouver que c'est la même ethnie ou bien 2 ethnies ou 3 ethnies. Mais maintenant, il faut réfléchir en termes à comment mettre ensemble ces ethnies autour de ce développement économique. Ça peut faciliter et ça peut créer une très bonne cohésion. Nous allons prendre encore une pause en donnant la question suivante à Papa. Ça sera est-ce que l'état de droit est-ce que l'état de droit est vraiment nécessaire dans cet environnement aujourd'hui où on n'a pas un état? Et nous revenons